La Tesla et la tour Tesla. Alors les tours là, on dirait qu'elle est sortie du prochain Marvel, mais elle a vraiment existé. Alors à l'époque, elle devait servir à être à la base d'un système de communication sans fil. Alors pour construire une tour pareille, il faut beaucoup d'argent. Nico va faire le tour des investisseurs, venture capitaliste, business angel de l'époque, sauf que ça va pas être très concluant. Jusqu'au moment où JP Morgan va s'intéresser au projet. Il va investir 150 000 dollars dedans et il pensait lui que ça allait être un système de communication donc qui permettrait d'envoyer des messages des States à l'Europe, ce qui n'était pas encore possible à l'époque. Sauf que Nico visait plus grand. Lui, ce qu'il voulait, c'est un système de transmission d'énergie aussi. C'est-à-dire que cette tour-là pouvait éclairer, dans son imaginaire, la ville d'à côté, juste comme ça, sans fil. Bref, à l'époque, on était encore loin de tout ça. En Europe, Marconi développait les premiers télégraphes qui fonctionnaient avec des ondes radio et donc qui pouvaient à terme envoyer des télégrammes des States à l'Europe. Alors, le projet de Nico va prendre beaucoup de temps, va demander beaucoup d'argent. Du coup, quand il va faire le tour des investisseurs et donc il va retourner voir JP Morgan pour lui demander plus d'argent, Morgan, il est sympa, mais c'est un banquier, du coup, il va lui dire non parce que Marconi, lui, ça marche. Il y a des résultats positifs et son télégraphe, il va commencer à être commercialisé. Alors que la tour, ça avance pas du tout. Du coup, en 1906, la tour et le projet va être abandonné. Et en 1917, la ferraille va être revendue pour seulement 1750 dollars. Nikola Tesla était né dans la nuit du 9 au 10 juillet 1856 à Smiljan, en Croatie, région qui à l'époque dépendait encore de l'Empire austro-hongrois. À l'adolescence, Nikola Tesla imaginait, inventait, réalisait déjà des projets qui pour un jeune homme sortaient vraiment de l'ordinaire. Et à l'âge de 17 ans, il se révélait déjà comme un inventeur autodidacte, ce qui étonnait beaucoup son entourage car ses conceptions sortaient souvent de l'ordinaire. Il imaginait les plans de toutes ces machines dans sa tête sans vraiment passer par des dessins ou des plans réels. Dans sa biographie, il racontait qu'il voyageait mentalement tous les jours dans les airs et allait dans des régions très éloignées. Mais il ne savait pas comment s'y prendre pour que ses rêves deviennent réalité. Après de brèves études secondaires au lycée de Karlsruhe, toujours en Croatie, il entra en 1875 à l'école polytechnique de Graz, en Autriche. Grâce à une bourse, il va y étudier les mathématiques, la mécanique et la physique. Donc il va apprendre les bases de ce qu'il deviendra dans le futur. Mais l'année suivante, une réorganisation politique de la région frontalière de l'Empire, où demeurait sa famille, territoire sous administration militaire, lui retirera toutes les subventions et lui empêchera ainsi de poursuivre ses études. Le jeune Nicolas passera quelques années à rechercher du travail. Il fera de petits boulots, mais continuera de lire beaucoup afin de compléter ses connaissances en chercheur autodidacte. Malgré son peu d'argent, il continuera tout de même d'inventer, de bricoler, d'imaginer des appareils de toutes sortes, des véhicules automobiles, des avions, des submersibles, etc. etc. Durant toute sa vie, il cherchera le moyen de récupérer de l'énergie gratuite à partir du vide qui nous environne. En bref, il recherchait comment capter l'énergie issue de l'éther universel pour ensuite l'utiliser à travers certaines machines. La mort de son père en 1879 va encore plus baisser ses revenus qui lui étaient alloués par la famille. Mais pour réaliser un des derniers vœux de son père, il va aller étudier quelques mois en auditeur libre à l'université de Prague. Parallèlement à ses études scientifiques, Tesla prendra plusieurs langues. Il en maîtrisera une douzaine, notamment le français et l'anglais. Et il va découvrir le sanskrit. C'est grâce à sa maîtrise de la langue sanskrit que Tesla aura connaissance de cette énergie invisible dans laquelle nous baignons tous et que nous appelons l'éther universel. Après sa rencontre en 1880 avec un sage hindou, le Swami Vivekananda, qui était l'un des premiers maîtres orientaux à apporter à l'Occident l'enseignement du yoga et de la religion védique. À partir de cet instant, Tesla commencera à étudier plus à fond les textes védiques. Et c'est là que Tesla prendra progressivement conscience des mécanismes qui, dans la philosophie hindoue, présidaient au monde matériel. L'assimilation des concepts sanskrits de l'akasha, c'est l'espace éthérique, et du prana, c'est l'énergie éthérique, l'inciteront à étudier plus à fond les systèmes d'énergie libre. Et dès 1891, il décrivait déjà l'univers comme un système cinétique rempli d'énergie auquel l'homme pourrait se brancher à n'importe quel endroit et à tout moment.
En fait, comme au temps de son adolescence, l'inventeur vivait intensément dans sa tête, visualisait sur son écran intérieur les formules, les machines, les réseaux, les découvertes incroyables que lui fournissait sa prodigieuse imagination. Il était très très créatif, hein. Il imaginait tous ses projets par la pensée, hein. Bah, Tesla, qui déposera beaucoup de brevets d'invention, disposait d'un atout majeur quand même. Il avait une mémoire visuelle assez remarquable et il avait la faculté d'exposer dans un langage clair et compréhensible ce qu'il avait en tête, ses visions et les plans qu'il voyait dans sa tête. Ben, Tesla avait entre autres découvert la radio avant Edison, hein, le courant alternatif, la lampe à pastille de carbone, les bases de la robotique, hein, la commande à distance. Il avait expérimenté un navire télécommandé, décrit l'avion à décollage vertical. Il avait élaboré le concept du microscope électronique, hein, et le principe du radar. Et il avait réalisé les premiers essais de la transmission d'énergie électrique sans fil. C'est ça le problème. Il avait été le premier à construire une machine équipée d'électroaimants qui puisait son énergie dans une source infinie inépuisable. C'est l'énergie du point zéro, c'est-à-dire l'énergie libre. Cette machine était non seulement capable de s'auto-alimenter, mais elle tirait son énergie de l'air environnant. Bah, c'est qu'en gros, il puisait l'énergie qui nous environnait. Donc, son appareil était muni d'une bobine à électroaimant pour laquelle il avait obtenu un brevet en 1894. Bah, la forme de sa bobine permettait au système d'emmagasiner une quantité assez importante d'énergie, hein, en n'utilisant qu'une infime partie de celle-ci pour son propre fonctionnement. C'est la machine à s'auto-alimenter en gros. C'est à cette époque que Tesla construira le prototype d'un transmetteur électrique expérimental sans fil au Colorado. Les essais ayant réussi à allumer les lampes à une distance d'environ 40 mètres, il entreprendra l'édification d'une gigantesque tour à Long Island, d'où il projetait le ravitaillement en vol d'avions et de fusées à propulsion électrique et la transmission sans fil du courant électrique jusqu'en France. Bah, faute de moyens, le projet Wardenclyffe ne sera jamais achevé et la tour sera détruite en 1917. C'est celle-là la tour, hein. Bah, son obstination à vouloir diffuser l'électricité à distance sans déperdition d'énergie, ainsi que des images et des messages, irritera beaucoup ces commanditaires qui étaient avides de profits immédiats, eux. Bah, ces travaux de pionniers dans le domaine de la transmission d'énergie à distance sans fil ne seront pas reconnus aux États-Unis, surtout par la science officielle, hein, qui bien plus tard reprendront, surtout les États-Unis, hein, reprendront certaines de ces recherches. Bah, la découverte la plus prometteuse de Tesla fut vers 1905, hein, la démonstration que l'énergie électrique pouvait être transmise à travers la Terre et autour de celle-ci par des ondes électromagnétiques de très basse fréquence autour de 8 Hz, se propageant pratiquement sans perte vers n'importe quel point de la planète. Là, comme vous venez d'entendre, 8 Hz. Je vais expliquer dans un petit instant le danger de ces recherches résidait dans cette fréquence. Cette hypothèse sera en partie confirmée 50 ans plus tard, en 1952, par le physicien allemand Schumann, hein, qui donnera son nom à la pulsation du champ magnétique terrestre, hein, la fameuse résonance de Schumann, dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Bah, cette découverte extraordinaire d'une énergie quasi gratuite entraînera pour Tesla la suppression du financement de ses recherches, hein, car les maîtres des puissantes sociétés qui contrôlaient la distribution de l'énergie électrique et s'enrichissaient avec le pétrole considéraient que le travail de Tesla était devenu une menace pour leurs intérêts. Et en 1921, lors d'une rencontre entre Einstein, Tesla et Steinmetz, certains organes de presse effacèrent carrément l'image de Nikola Tesla. Bah, ses détracteurs parlaient de lui en dénonçant un mélange d'écho et de génie frustré. Bah, durant plus d'une décennie, alors que le monde connaissait une révolution technique assez importante, basée sur ses inventions en plus, l'ingénieur Tesla se sentira peu à peu délaissé par ses investisseurs. Bah, les capitalistes préféraient à son génie le savoir-faire des money-makers, dont chaque brevet, plagiant souvent des procédés de Tesla, rapportait beaucoup plus d'argent. Certes, on peut dire que les manias de la finance de l'époque avaient arrêté de subvenir aux besoins financiers de Tesla, hein, mais la réalité de cette censure serait beaucoup plus occulte. Les travaux de Tesla sur la transmission du courant électrique à travers la planète allaient exploiter l'énergie de la ionosphère,
Et nous savons désormais, grâce aux travaux de Schumann, que la fréquence de cette ionosphère est identique à celle de notre cerveau qui correspond à 7,83 Hz. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Tesla expliquait qu'il pouvait transmettre de l'énergie électrique à travers la Terre et autour de celle-ci par des ondes électromagnétiques de très basse fréquence, autour de 8 Hz. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la même fréquence. En langage plus clair, on peut dire que c'est Dieu qui avait stoppé les travaux de Tesla dans ce domaine, pour qu'il ne puisse pas jouer sur ce genre de fréquence. Ce que le programme HARP n'hésite plus à faire non plus. Mais revenons un peu à la découverte de Schumann pour comprendre pourquoi les recherches de Tesla devenaient dangereuses pour l'humanité, car cette technologie aurait exploité les régions de l'ionosphère. En 1957, le professeur Schumann de l'université de Munich découvre les ondes transversales magnétiques terrestres, aujourd'hui connues sous le nom d'ondes de Schumann ou résonance de Schumann. Il s'agit d'un phénomène atmosphérique naturel et permanent qui se propage autour de la Terre sous la forme d'une onde radioélectrique. Il faut tout d'abord savoir que la Terre est entourée d'une épaisse couche de particules chargées électriquement ionisées appelée la ionosphère. Comme je vous ai dit, la ionosphère elle est là. Et la Terre elle est là. Vous voyez? Ça c'est la ionosphère, c'est la... cette couche d'air ionisé s'étend sur une épaisseur qui va de 60 à 80 km et qui se trouve à 640 km d'altitude. C'est le bouclier qui protège la Terre contre les vents solaires, les rayons cosmiques et réfléchit en outre les ondes radio. L'ionosphère est une couche épaisse, fortement chargée, qui forme avec la Terre un véritable condensateur. La ionosphère elle est là, la Terre elle est là. Ainsi la Terre est chargée négativement, la Terre elle est là. La ionosphère est chargée positivement. Ce qui crée entre les deux, vous voyez là, entre les deux, une différence de potentiel variable de 200 volts par mètre en moyenne, ce qui fait un véritable générateur électrique et des vents solaires en interaction avec l'atmosphère en rotation agissent comme des balais sur le collecteur d'un générateur. C'est un peu ça, ça forme une sorte de générateur électrique. En 1957, Schumann calcula les fréquences de la résonance Terre-ionosphère et repéra la principale onde permanente qui était de 7,83 Hz, cycles par seconde, un chiffre confirmé plus tard par Koenig. Donc dans cette région, la fréquence est de 7,83 Hz. Et cette onde coincée dans la cavité d'air comprise entre la surface du sol et l'ionosphère se répercute sans fin à la même fréquence de 7,83 Hz, car constamment réactivée. Il faut rappeler, ces ondes vibrent à la même fréquence que les ondes cérébrales des êtres humains. Vous voyez, 7,83 Hz. Donc vous voyez, quand vous travaillez sur ces régions, vous commencez à modifier la fréquence du cerveau aussi. C'est la fréquence de résonance de l'hypothalamus et l'unique fréquence commune à tous les mammifères, alors que le rythme alpha peut varier d'une personne à une autre, entre 9 et 11 Hz. La fréquence de 7,8 Hz est commune à tout le monde. C'est une constante biologique sans laquelle la vie humaine serait un peu déstabilisée. La résonance de Schumann est considérée par les géophysiciens comme le battement de cœur de la Terre. Et à partir de 1987, cette fréquence vibratoire s'est lentement accélérée. Et depuis 1997, elle accélère de plus en plus. Alors que pendant des milliers d'années, cette résonance était de 7,8 Hz par cycle. Elle a atteint aujourd'hui une valeur record de 13 Hz. Cette élévation de la fréquence vibratoire de la Terre s'exprime également à un niveau temporel. Autrement dit, plus la vibration s'élève et plus le temps s'accélère. Le temps s'accélère et va s'accélérer de plus en plus sans que nous nous en rendions compte. De nos jours, une journée de 24 heures correspond en fait à 16 heures de temps réel. Les expériences de Tesla qui auraient exploité l'énergie électrique présente dans cette zone qui entoure la Terre, je parle de la ionosphère, c'est celle-là la zone. Donc ces fameuses expériences de Tesla auraient exploité l'énergie électrique présente dans cette zone qui entoure la Terre et qui s'arrête à la ionosphère. Ça aurait accéléré ce phénomène de changement de fréquence à ce niveau qui logiquement stagne à 7,83. Si Tesla aurait continué ses expériences, il aurait probablement augmenté cette fréquence assez rapidement. Et pendant de nombreuses années, cette fréquence de résonance avait oscillé de manière stable à 7,83 Hz avec seulement de légères variations. En juin 2014, la fréquence aurait commencé à augmenter.
Vous avez des moniteurs du système d'observation spatiale de la Russie avaient dénoté une hausse soudaine de l'activité à environ 8,5 Hz. Déjà bon, ça fait 1 Hz en plus, hein. Mais bon, c'est pas beaucoup, mais vous allez comprendre que par la suite, et depuis, ben, ils ont monté des journées où la résonance de Schumann accélérait jusqu'à 16 Hz, vous vous rendez compte? Au début, les observateurs russes avaient cru que leur matériel était défectueux, mais bon, ils ont fini par comprendre que plus tard que les données étaient bien exactes. Bah, tout le monde s'est alors demandé est-ce qui pouvait bien causer ces pointes d'activité interminentes. Bah, est-ce que la fréquence de la Terre est en train d'accélérer? Bah, on peut dire que oui, hein. Puisqu'on estime que la fréquence de Schumann est en harmonie avec les états alpha et bêta du cerveau humain. Cette accélération explique peut-être pourquoi nous avons souvent l'impression que le temps s'accélère et que les événements et les changements surviennent de plus en plus rapidement dans notre vie. Bah, ces résonances émergentes sont naturellement associées à l'activité cérébrale humaine, ce qui signifierait probablement que nous serions en train de changer. L'accélération de ces fréquences pourrait nous indiquer à l'égard du changement évolutif humain. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase. Une fréquence de 7,83 Hz est un état alpha et θ. Une fréquence de 8,5 à 16 Hz nous fait passer de l'état θ vers un état alpha, complet et plus détendu. Donc, en augmentant la fréquence de cette zone, on va probablement affecter nos cerveaux qui vont peut-être s'adapter à cette nouvelle fréquence et donc qui va augmenter l'activité cérébrale de chaque individu. On est en train de changer en gros. On est en train de rentrer dans une nouvelle phase, hein. Ça explique entre autres pourquoi les gens deviennent de plus en plus intelligents. Quand je parle des gens, je parle pas des peuples qui sont abrutis par le réseau médiatique télévisuel, hein. Parce que là, bon, on est en train de les abrutir, mais bon, il faut quand même voir que nous avancions vers un progrès inévitable. Et avec le travail, la technologie et le progrès, ben, on évolue assez rapidement. Peut-être que ce changement de fréquence serait lié à cela. En augmentant la fréquence, peut-être qu'on accélère l'intelligence des gens. Ben voilà, maintenant vous comprenez pourquoi les travaux de Nikola Tesla ont été stoppés, parce que son travail allait exploiter l'énergie qui se trouvait dans cette zone de la ionosphère. Donc bon, on nous dit que bon, c'est les manias de la finance qui ont stoppé ces travaux, mais c'est pas vraiment ça. La raison est beaucoup plus occulte, hein, parce qu'il y a des forces invisibles qui connaissent l'activité des chercheurs et en général on fait tout pour stopper leur travail. C'est pour cette même raison que par exemple le projet HARP s'est fait dans le plus grand secret. Et le projet HARP, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un peu la résultante de la tour de Warren Cliff de Tesla, hein. C'est une reproduction en gros. Ils se sont basés sur les travaux de Tesla pour fabriquer leur fameuse antenne en Alaska. Donc on censure l'activité d'une personne tout en reprenant ses travaux.